Honnêtement Françoise, mes parents emménagent dans tes chambres d'amis samedi prochain. Nous leur avons déjà dit oui. Chloé n'a même pas pris la peine de lever les yeux de son Pokéball au quinoa. Elle a annoncé cela avec la certitude plate et glaçante d'un bulletin météo sur BFM TV. Nous étions assises dans ma cuisine, cette cuisine que mon défunt mari Jean-Pierre et moi avions conçue avec des placards en chêne massif et des plans de travail en quartz. Et elle traitait la situation comme une OPA hostile. Mon fils Julien était assis en face d'elle. Ses yeux étaient fixés sur un minuscule fil effiloché de la nappe comme si c'était la chose la plus fascinante de toute la région lyonnaise. Samedi est un mauvais jour pour cela, ai-je dit. Ma voix était calme, une habitude professionnelle héritée de mes 30 ans de carrière comme ingénieur en génie civil. Quand une poutre est soumise à trop de tension, on ne vibre pas. On reste immobile. Pourquoi, a demandé Chloé en claquant sa fourchette en l'air. Tu es à la retraite. Tu n'as pas de projet. Tu erres juste ici toute seule dans cette grande villa. Oh, parce que c'est le jour où le serrurier vient, ai-je répondu en prenant une lente gorgée de montée. Et puisque vous n'avez pas la clé des nouveaux verrous de sécurité, ce sera tout un calvaire pour tes parents de faire passer leurs bagages par la porte d'entrée. Le visage de Chloé est devenu d'un rouge tacheté et frénétique. Tu plaisantes, Julien, dis-lui qu'elle est ridicule. Nous leur avons déjà promis. Ils ont déjà chargé leur camion. Julien a enfin levé les yeux, mais pas vers moi. Il a regardé sa femme avec un mélange de peur et d'épuisement qui m'a brisé le cœur. Maman, s'il te plaît. C'est juste pour quelques mois. C'est la famille. La famille est un cercle, Julien, pas une échelle, ai-je dit fermement. Tu ne peux pas grimper sur moi juste pour donner à tes beaux-parents une marche plus haute. Ma réponse est non. Pas samedi. Jamais. Le silence qui a suivi était assez lourd pour faire s'effondrer un pont. Chloé a saisi son sac à main de créateur, s'est levée si vite que sa chaise a grincé contre le parquet d'origine et est sortie en trombe. Julien l'a suivie comme une ombre, laissant son dîner à moitié mangé refroidir sous la lueur douce des suspensions design. Après que la porte a claqué, la maison a semblé caverneuse. J'ai marché dans le couloir, mais pas résonnant sur le sol en chêne. Jean-Pierre et moi avions acheté cette maison d'architecte de 5 pièces il y a 30 ans. Nous y avions élevé Julien, y avions célébré chaque promotion, finalement, j'y avais soigné Jean-Pierre pendant ses derniers jours dans la suite parentale à l'étage. Cette maison n'était pas seulement de l'immobilier. C'était un musée de ma vie. Chaque éraflure sur les plaintes avait une histoire. La 3e chambre, que Chloé s'était si cavalièrement appropriée pour sa mère Monique, était mon bureau de dessin. C'était là que la lumière du matin frappait mon vieux bureau vintage juste comme il faut. La 4e chambre était l'endroit où les jouets de mes petits-enfants étaient gardés pour leur visite. Les parents de Chloé, Raymond et Monique, étaient d'une autre trempe. Ils vivaient dans un appartement en location à 40 minutes de là, mais ils vivaient comme s'ils avaient un héritage de plusieurs millions d'euros. Raymond avait pris sa retraite à 55 ans en invoquant un vague mal de dos qui ne semblait jamais se manifester quand il jouait au golf, seulement quand il y avait des travaux de jardinage à faire. Monique était une adepte du téléachat, redécorant constamment avec de l'argent qu'il n'avait pas. Ils se faisaient expulser parce qu'ils n'avaient pas payé leur loyer depuis 4 mois, bien que Raymond conduise un SUV BMW rutilant qui coûtait plus cher que ma première maison. Ils n'étaient pas dans le besoin. Ils étaient dans une crise qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Je me suis assise dans le vieux fauteuil en cuir de Jean-Pierre et j'ai regardé le grand cèdre dans le jardin. Je savais ce qui allait arriver. Dans une banlieue aussi calme et une famille aussi bruyante, un non n'était pas la fin de la conversation. C'était le premier coup de gong d'un combat de boxe. J'ai pris mon carnet sur la table basse. Mon père, qui était chef de chantier, me disait toujours de documenter les fissures avant que le mur ne tombe. J'ai noté la date, l'heure et exactement ce que Chloé avait dit. Je n'étais pas une méchante belle-mère. J'étais une ingénieure civile. Je vérifiais les fondations. Et en ce moment, les fondations de ma famille hurlaient sous le poids de l'arrogance de Chloé. Dès le lundi matin, la campagne de culpabilisation était passée sur le front numérique. Je me suis réveillée avec mon téléphone vibrant sans arrêt à cause des notifications.
Chloé avait posté une photo sur Facebook de ses parents assis sur une pile de carton, l'air frêle et désemparé. La légende était un chef-d'œuvre d'agression passive. C'est déchirant de voir comment certaines personnes privilégient l'esthétique et l'espace vide à leur propre chair et sang en temps de crise. Mes parents ont travaillé toute leur vie et n'ont maintenant nulle part où aller. Prions pour un changement de cœur chez ceux qui ont des portes fermées et un cœur de pierre. Les commentaires étaient une véritable curée. Quel égoïsme, a écrit l'un des cousins de Chloé. Si j'avais 4 chambres, j'accueillerais tout le quartier, a écrit une femme que j'avais croisée une fois à un mariage. Puis sont venus les SMS de ma propre famille. Ma belle-sœur Jeanne, qui ne m'avait pas appelée depuis les funérailles de Jean-Pierre, m'a envoyé un essai de 3 paragraphes expliquant que Jean-Pierre se retournerait dans sa tombe s'il savait que je laissais la famille dormir dans une voiture alors que j'avais des chambres d'amis. J'ai ressenti une bouffée de chaleur dans ma poitrine, un mélange de colère et de trahison. Comment osaient-ils utiliser le nom de Jean-Pierre contre moi? C'est Jean-Pierre qui m'avait appris que la maison d'un homme est sa forteresse. C'est lui qui avait insisté pour des serrures de haute sécurité et une assurance haut de gamme. Il valorisait la paix par-dessus tout. Je n'ai pas répondu au fil de discussion. Je n'ai pas commenté la publication. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran de chaque message. Je les ai enregistrés dans un dossier sur mon cloud intitulé harcèlement. Puis j'ai appelé mon voisin, un commissaire de police à la retraite. Bonjour Alain, ai-je dit. Je vais installer une sonnette connectée et quelques caméras extérieures aujourd'hui. Peux-tu m'aider à trouver les meilleurs angles pour couvrir l'allée et le perron? Des problèmes avec les enfants, Françoise, a-t-il demandé d'une voix complice. Juste une faiblesse structurelle que je dois surveiller, ai-je répondu. À midi, ma maison était une forteresse. Je pouvais voir chaque centimètre de ma propriété depuis ma tablette. S'ils voulaient jouer la carte des pauvres seigneurs sans abri, ils allaient le faire devant la caméra. Je n'allais pas les laisser me manipuler pour me faire croire que j'étais la méchante parce que je voulais dormir dans mon propre lit sans que la chaîne de téléachat de Monique ne braille dans la pièce d'à côté. Le mardi soir a apporté la première tentative d'intrusion physique. J'étais dans la cuisine en train de préparer un simple pavé de saumon grillé quand mon téléphone m'a alerté d'un mouvement à la porte d'entrée. J'ai affiché le flux vidéo. Raymond et Monique se tenaient sur mon perron. Raymond portait son visage des mauvais jours, les épaules affaissées, les mains dans les poches. Monique tenait un plat en verre recouvert de papier aluminium. Il ressemblait à l'image même de l'amour du prochain, mais je les connaissais trop bien. C'était une embuscade au gratin dauphinois. En France, il est difficile de rester fâché contre quelqu'un qui tient un repas chaud. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis allée à la fenêtre d'à côté et je l'ai entr'ouverte d'1 centimètre. Puis-je vous aider, Monique, ai-je demandé. Oh Françoise, nous avons juste pensé vous apporter un peu de mon célèbre gratin de thon et discuter tranquillement, a gazouillé Monique, sa voix montant d'une octave par rapport à d'habitude. Et Raymond a apporté son maître ruban. Nous avons pensé prendre de l'avance pour voir où notre armoire logerait dans la chambre d'amis, afin de ne pas vous gêner samedi. L'audace pure de la chose m'a fait rire d'un son sec et sans humour. Monique, le gratin est une attention gentille, mais gardez le maître ruban dans la voiture. J'ai déjà dit à Chloé, et j'ai déjà dit à Julien, que vous n'emménagez pas ici. Le visage triste de Raymond a disparu instantanément. Il s'est approché de la grille, son visage rougissant. Maintenant écoute-moi bien, Françoise. Nous sommes en crise. Ce n'est plus une demande. Nous avons déjà résilié notre bail. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Tu as 3 chambres vides. C'est moralement mal de rester assise ici comme une reine pendant que nous galérons. Raymond, ai-je dit, ma voix descendant dans ce ton bas et dangereux que j'utilisais quand les entrepreneurs essayaient d'économiser sur le fer à béton. La moralité ne consiste pas à prendre ce que vous pouvez aux autres parce que vous avez été irresponsable avec votre propre vie. Vous avez une BMW dans mon allée qui coûte 800 € par mois en mensualité. Vendez-la. Prenez un appartement. J'ai déjà envoyé à Julien une liste de 3 résidences seniors avec des places disponibles immédiatement. Je paierai même le dépôt de garantie du premier mois. Mais vous ne franchirez pas ce seuil. Espèce de sale égoïste, a hurlé Monique, le masque tombant enfin.
Jean-Pierre aurait détesté ce que tu es devenu. Peut-être ai-je dit. Mais Jean-Pierre n'est pas là. Je le suis. Et c'est moi qui détiens l'acte de propriété. Au revoir Monique. J'ai fermé la fenêtre et je l'ai verrouillée. Sur le moniteur, j'ai regardé Raymond donner un coup de pied dans mon pot de fleurs décoratif, brisant la céramique et renversant la terre sur la pierre. J'ai sauvegardé le clip. Pièce à conviction numéro 4. Le reste de la semaine a été une guerre froide de silence ponctuée par des SMS frénétiques de Julien. Maman, ils dorment dans un motel et ça coûte une fortune. Chloé ne s'arrête pas de pleurer. Laisse-les juste rester une semaine. S'il te plaît. Je n'ai pas bougé. Une semaine devient un mois. Un mois devient un an. En France, une fois que quelqu'un établit sa résidence, il peut falloir des années de procédure juridique pour l'expulser. Je savais exactement ce qu'il faisait. Puis est venu le vendredi soir, ou plutôt le samedi matin. À 1h45 du matin, ma sonnette a commencé à retentir comme une alarme incendie. Ding-dong. 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 Je me suis assise dans mon lit, le cœur battant, mais mon esprit restait vif. J'ai pris mon peignoir et ma tablette. C'était toute la famille. Julien, Chloé, Raymond et Monique. Et derrière eux, garé au trottoir, se trouvait un camion de location. Il misait sur le siège de minuit. Il pensait que s'il se présentait au milieu de la nuit avec un camion plein de meubles et une fille en pleurs, je serais trop fatiguée, trop embarrassée ou trop maternelle pour les renvoyer. Je suis descendue, mais je n'ai pas allumé la lumière du Porsche. J'ai parlé via l'interphone. Il est presque 2h du matin, ai-je dit. Partez. Françoise, ouvre cette porte tout de suite. Chloé hurlait, frappant du poing contre le chêne. Il fait froid ici. Mes parents sont épuisés. Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne vous fais rien du tout, Chloé, ai-je dit. Tu as choisi d'amener un camion ici à 2h du matin après qu'on t'a dit non pendant 10 jours. C'était ton choix. Julien, regarde la caméra. Je vous donne 5 minutes pour sortir ce camion de mon allée. S'il est encore là à 1h55, j'appuie sur le bouton d'alarme relié à la gendarmerie. Le poste est à 3 minutes d'ici. Veux-tu que ta belle-mère soit arrêtée pour violation de domicile dès sa première nuit? Maman, s'il te plaît ne fais pas ça, a crié Julien, regardant la caméra avec un visage plein de honte. 5 minutes Julien, ai-je dit. Je me suis assise sur la dernière marche de l'escalier et j'ai regardé le chronomètre de mon téléphone. À 4 minutes et 50 secondes, j'ai entendu le moteur du camion rugir. Ils sont partis dans un crissement de pneus. Je ne suis pas retournée me coucher. Je suis allée à la cuisine, j'ai fait couler un café et j'ai commencé à imprimer les captures d'écran et à enregistrer les fichiers vidéo sur une clé USB. Je savais que ce n'était pas fini. Ils allaient passer du perron au palais de justice. Le lundi matin, je n'étais ni à la jardinerie ni à la bibliothèque. J'étais dans le cabinet de maître Bertrand Vallet, un avocat qui avait la réputation d'être un pitbull en costume 3 pièces. Il portait des chaussures impeccables et avait une photo encadrée d'un bulldozer sur son bureau. Il m'a plu immédiatement. Ils m'ont assigné ce matin, ai-je dit en lui tendant un paquet de documents. Bertrand s'est adossé à son fauteuil. Il a lu le dossier, un lent sourire s'étalant sur son visage. Rupture de contrat verbal, demande de bail implicite. Ta belle-fille est créative, je lui accorde. La plainte affirmait que lors d'un repas de Noël il y a 2 ans, je m'étais engagé verbalement à fournir un foyer permanent à Raymond et Monique s'ils tombaient un jour dans le besoin. Ils argumentaient la confiance légitime, prétendant qu'ils avaient dépensé leurs économies et résilié leur bail parce qu'ils comptaient sur ma promesse. Avez-vous fait cette promesse, Françoise, a demandé Bertrand. Je leur ai dit qu'ils étaient les bienvenus à n'importe quel moment pour dîner, ai-je précisé. Je ne leur ai jamais dit qu'ils pouvaient disposer de mes chambres d'amis. Je suis ingénieur Bertrand. Je ne fais pas de contrats verbaux. Je signe des plans. Le problème est, a dit Bertrand, que devant le juge aux affaires familiales, les choses peuvent devenir floues. S'ils ont des témoins, comme ton fils ou leurs amis, qui jurent avoir entendu le dire, un juge pourrait leur accorder une résidence temporaire pendant que l'affaire suit son cours.
Et temporaire peut signifier un an de cohabitation gratuite dans ta maison pendant que nous nous battons. Pas si j'ai la boîte noire de l'enregistrement du vol, ai-je dit. J'ai sorti la clé USB. J'ai chaque interaction qu'ils ont eue avec moi ces 2 dernières semaines. J'ai l'embuscade de minuit. J'ai la menace que Chloé m'a envoyée disant qu'elle me ferait regretter de ne pas avoir ouvert la porte. Et j'ai la vidéo de Raymond brisant ma propriété. Le sourire de Bertrand s'est élargi. Eh bien Françoise, je pense que nous allons faire plus que simplement gagner. Nous allons construire un mur qu'ils ne pourront pas franchir. Pendant que Bertrand préparait la défense, j'ai décidé de faire ma propre inspection du site. Quelque chose dans la pauvreté de Raymond et Monique ne collait pas. Raymond portait toujours des baskets neuves de marque. Monique avait toujours son balayage parfaitement refait, un service qui coûte au moins 150 € dans cette ville. J'ai passé ma vie à regarder ce qu'il y a sous la surface. Si un pont penche, on ne regarde pas la peinture. On regarde le sol. J'ai engagé un détective privé, un homme nommé Miller, spécialisé dans la recherche d'actifs. Je lui ai dit que je ne voulais pas de ragots. Je voulais des comptes bancaires. 2 jours plus tard, Miller m'a appelé dans son bureau qui sentait le café froid et les vieux journaux. Vous aviez raison d'être suspecte, a dit Miller en faisant glisser un dossier sur le bureau. Raymond n'a pas perdu ses économies à cause de factures médicales. Il ne les a pas perdues du tout. Il possède un compte de courtage secret sous une société écran qu'il a créée il y a 5 ans. Il y a 85 000 € en liquidité là-dedans. J'ai ressenti un frisson de rage froide. Ils n'étaient pas ruinés. Ils simulaient simplement leur détresse financière. Et voici le clou du spectacle, a continué Miller. J'ai suivi Chloé. Elle a rencontré un agent immobilier hier. Elle ne cherchait pas un appartement pour ses parents. Elle regardait des appartements de vacances à Biarritz. L'apport qu'il prévoyait d'utiliser correspond exactement au montant du compte secret de Raymond. Le plan était clair maintenant. Il voulait vivre chez moi gratuitement, utiliser mon électricité, manger ma nourriture et me laisser payer les taxes foncières pendant qu'ils économisaient chaque centime de leur argent caché pour acheter une résidence secondaire au bord de la mer. Ils utilisaient mon deuil et la culpabilité de mon fils comme une stratégie financière. Merci Miller, ai-je dit, ma voix tremblant d'une colère froide et dure. C'est exactement le fer à béton dont j'ai besoin pour ma défense. Le jour de l'audience était gris et pluvieux, le genre de matin lyonnais qui rend les sols en marbre du tribunal aussi froids que de la glace. J'étais assise à la table de la défense avec Bertrand. De l'autre côté de l'allée siégeaient Raymond, Monique et Chloé. Ils étaient tous vêtus de leurs plus beaux habits, essayant d'avoir l'air de citoyens humbles et lésés. Leur avocat, un jeune homme qui semblait avoir acheté son costume dans une friperie, a commencé sa déclaration d'ouverture. Il a parlé des valeurs familiales, du devoir d'une mère et de la façon dont j'étais une riche veuve accumulant des ressources pendant que ma famille souffrait. Chloé a même réussi à verser quelques larmes pour la juge, une femme imposante nommée Juge Morel, qui avait l'air d'avoir entendu chaque mensonge possible 2 fois. Puis ce fut le tour de Bertrand. Il n'a pas fait de discours. Il n'a pas parlé de devoir. Il a simplement demandé à l'huissier de tamiser les lumières. Il a diffusé les images de l'interphone. D'abord, l'embuscade au gratin, où Raymond m'a insulté et a fracassé mon pot de fleurs. Puis, le siège de 2 heures du matin. La salle d'audience était silencieuse alors que l'audio de Chloé hurlant et de Julien sanglotant remplissait la pièce. Les sourcils de la juge Morel sont montés jusqu'à la racine de ses cheveux. Votre honneur, a dit Bertrand, sa voix résonnant dans la salle au haut plafond. Les demandeurs affirment être dans un état de nécessité absolue. Ils prétendent que ma cliente a fait une promesse qui les a menés à la rue. Cependant, nous avons la preuve que la seule nécessité ici est un désir alimenté par l'avidité de protéger une caisse noire secrète de 85 000 €. Bertrand a déposé le rapport du détective sur le bureau de la juge. Le bruit sourd qu'il a produit a sonné comme un coup de marteau. Le sang a quitté le visage de Raymond. Monique a serré son sac si fort que ses articulations sont devenues blanches. Chloé a regardé ses parents, les yeux écarquillés. Elle n'était pas au courant pour l'argent. Raymond avait menti même à sa propre fille.
Est-ce vrai, maître, a demandé la juge à l'avocat de Raymond. Le jeune avocat a regardé le rapport, puis ses clients. Il avait l'air de vouloir disparaître. Je n'avais pas été informé de ces comptes, votre honneur. La juge Morel n'a pas eu besoin de délibérer. Elle n'a même pas eu besoin de 5 minutes. Ce tribunal n'est pas un terrain de jeu pour l'extorsion domestique, a-t-elle dit, sa voix comme un coup de fouet. La demande de contrat verbal est rejetée définitivement. De plus, je renvoie les demandeurs devant le bureau du procureur pour enquêter sur une potentielle fraude procédurale. Elle a tourné son regard vers Raymond et Monique. Vous avez tenté d'utiliser ce tribunal pour harceler une femme dans sa propre maison. Si je vois une seule autre requête de votre part concernant cette propriété, je vous poursuivrai pour outrage. Et madame, a-t-elle dit en regardant Chloé. Je vous suggère de réévaluer votre compréhension du mot famille. Ce n'est pas un synonyme de victime. Alors que nous sortions de la salle d'audience, le silence dans le couloir était assourdissant. Raymond et Monique se sont précipités vers les ascenseurs sans se retourner. Chloé se tenait près de la fontaine à eau, le visage dans les mains. Julien se tenait près de la sortie, regardant la pluie à travers les portes vitrées. Je me suis approchée de lui. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais juste fatiguée. Julien, ai-je dit. Il s'est retourné. Ses yeux étaient rouges. Ils m'ont menti, maman. Ils m'ont dit qu'il ne leur restait que 100 €. Chloé, elle a dit que si je n'aidais pas ses parents, elle me quitterait. Elle a dit que c'était toi qui détruisais notre mariage. Un mariage qui peut être détruit par un non n'était pas construit sur de bonnes fondations, Julien, ai-je dit doucement. Je t'aime. Ma porte t'est toujours ouverte, mais elle est fermée à quiconque essaie de t'utiliser comme une arme contre moi. Je suis tellement désolée, a-t-il chuchoté. Il n'a pas suivi Chloé jusqu'à la voiture. Il est parti dans l'autre sens sous la pluie, sortant enfin de l'ombre d'une femme qui ne respectait pas sa mère. 6 mois ont passé depuis ce jour-là. Julien vit actuellement dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Lui et Chloé sont séparés. Elle vit actuellement avec ses parents dans une petite location exiguë, le seul endroit qu'ils ont pu trouver après que leur coût juridique les a rendus indésirables pour la plupart des propriétaires locaux. Julien vient chaque dimanche. Il n'amène pas de camion de déménagement. Il apporte un sac de courses ou un nouveau livre pour moi. Nous nous tenons sur la terrasse et il m'aide à tailler le cèdre. Nous reconstruisons lentement. Il est en thérapie, apprenant comment être un homme qui n'a pas besoin d'être un martyr pour être aimé. Les gens en ville chuchotent parfois quand je les croise au supermarché. Je sais ce qu'ils disent. C'est cette femme qui a refusé d'aider sa famille. Je m'en fiche. Au cours de mes 30 années d'ingénierie, j'ai appris que les parties les plus importantes d'un bâtiment sont celles que les gens ne voient jamais. Ils voient le revêtement, les fenêtres et la peinture. Mais je sais que la force réside dans les fondations profondes sous terre, là où le béton rencontre la roche. Je me suis assise dans le fauteuil à bascule de Jean-Pierre ce matin, regardant le givre fondre sur l'herbe. Ma maison est calme. Elle est propre. Elle est à moi. J'ai appris que les limites ne sont pas un acte de cruauté. Elles sont un acte de préservation. Vous ne pouvez pas donner à boire si votre coupe est vide, et vous ne pouvez pas loger des gens qui veulent abattre votre toit pour construire le leur. J'ai 65 ans. J'ai une maison de 5 pièces près de Lyon, un fils qui trouve enfin ses marques et un cœur qui n'est plus en état de siège. Les fondations ont tenu. Et comme n'importe quel ingénieur vous le dira, tant que les fondations tiennent, vous pouvez survivre à n'importe quelle tempête. Cette histoire illustre parfaitement la force de caractère nécessaire pour protéger ses propres limites, même face à la pression familiale. Françoise n'a pas seulement protégé sa maison, elle a protégé son intégrité et sa tranquillité d'esprit contre des manipulateurs qui utilisaient le concept de famille comme une arme financière. En tant qu'ingénieure, elle a su analyser les failles structurelles de sa propre famille avant que tout ne s'écroule. C'est une leçon puissante sur le fait que dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie nécessaire lorsque les fondations sont compromises par l'ingratitude et le mensonge. Parfois, il faut accepter de passer pour le méchant aux yeux des autres pour préserver sa propre paix intérieure et sa dignité. Et vous,
Qu'auriez-vous fait à la place de Françoise si votre propre fils vous suppliait d'accueillir des membres de la famille toxique? Auriez-vous cédé sous la pression sociale ou auriez-vous maintenu vos barrières comme elle l'a fait? Partagez votre avis dans